C'est une histoire qui me fait penser un peu au Gamin de Paris, la chanson célèbre de Mick Michel, qui ne dira pas grand-chose aux jeunes surfeurs qui nous regardent, mais qui racontera beaucoup. Aujourd'hui, Academ a l'honneur de recevoir Henri Battner, Henri Hermann Battner, né en 1933 à Paris, Gamin de Paris. Bonjour Henri Battner. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette définition Tout à un peu fait, rapide? Tout à fait, oui. Gamin de Paris peut-être pas, mais un gamin du Plessis, oui. Un gamin du Plessis. Vous êtes né en 1933. 89 ans aux Prunes. C'est un autre siècle. Vous êtes né dans le quartier du Plessis? À Varde, à l'Hôtel-Dieu. Et vous êtes allé en 1939 dans une école qui, pour moi, représente quelque chose de très très important. C'est l'école des Hospitalières Saint-Gervais. L'école des os. L'école des os, qui est rue des Hospitalières Saint-Gervais. Pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est en plein cœur du Plessis. C'est une école qui a été ravagée par une rafle, qui a raflé tous les enfants juifs, rafle à laquelle vous avez échappé. Comment avez-vous échappé à cette rafle? Oh, c'est relativement simple et difficile en même temps. La veille ou l'avant-veille, dans la rue des Écouffes, où nous habitions, il y avait à l'époque une droguiste, une vieille droguiste, on appelait marchand de couleurs à l'époque. Oui. Voilà, une marchand de couleurs, juive, qui nous voyions passer ma mère et moi. Ma mère était blonde comme les blés, on aurait dit une Gretchen. L'appel, et Blondine Kemaer en yiddish, donc. Bien là. Petite blonde, viens. Il va, lui dit en yiddish, il va y avoir ce soir une rafle, ou demain soir une rafle, je ne sais plus. Fais le savoir autour de toi. C'est les inspecteurs du 4e arrondissement qui l'avaient prévenu. Bien. Donc, aller où quand on n'a pas d'argent? Partir comment quand on n'a pas d'argent? Simplement, elle a dit à la concierge, ce qui est la gardienne maintenant, on s'en va. Et on est parti. Et on est revenu à quatre pattes devant sa porte, pour pas qu'elle nous voie. On est rentré à la maison. Et les 3 fois où on a frappé à la porte, la gardienne était là, elle a dit, non, ils ne sont pas là, je les ai vus partir. À quoi tiennent les choses? Oui, on va un petit peu revenir en arrière. Je voudrais que vous me racontiez quelle était l'atmosphère en 1939 dans cette école des Hospitalières Saint-Gervais. Vous aviez 6 ans. 6 ans, c'était ma première année. En 1939, c'était encore calme. C'est une école juive, pratiquement. Une école laïque juive, une école d'État juive, puisque 80% des élèves étaient juifs, avec un directeur qui est connu, injuste parmi les nations, Joseph Migneret. Voilà. Moi, je l'ai connu en tant que directeur. D'autres l'ont connu comme maître d'école. Le regretté Milo Adonner l'a connu comme maître d'école. Moi, je l'ai connu comme directeur. Et alors, l'atmosphère était, parmi les enfants, 80% d'enfants juifs dans cette école. Oui. Et pour beaucoup qui étaient arrivés après, à ce moment-là, qui ne parlaient pas le français. Et la grande fierté de Migneret, c'était de les amener au certificat d'études. Ils venaient de Pologne, la plupart. Oui. Comme la plus grande partie de la communauté juive de l'époque, si on peut appeler ça la communauté juive de l'époque. On peut l'appeler comme ça. Qui était d'origine d'Europe de l'Est. D'Europe de l'Est, ah oui, absolument. Majoritairement polonaise, mais il y avait des Russes, il y avait des Hongrois, il y avait des Roumains, mais peu nombreux dans chaque de ces origines-là. Et alors, c'était un quartier, le Plessis, qui était un quartier juif. C'était un quartier juif, c'était devenu un quartier juif. Où est-ce qu'on pouvait trouver du hareng? Où est-ce qu'on pouvait acheter de Wurst? C'était là-bas. Du saucisson et des cornichons. Les cornichons. Au tonneau. Et les poulets vivants. Ouais. Et la carpe vivante. Et alors donc, vous fuyez Paris? Avant de fuir Paris, je suis à l'UGIF. J'ai été placé à l'UGIF après la rafle, pendant 2 ou 3 mois. L'UGIF, il faut rappeler ce que c'est l'Union Générale des Israélites. L'Union Générale des Israélites de France, qui était une création de Vichy, où les associations étaient obligées de se fédérer. C'est Vichy qui a pour tout regrouper les Juifs, pour avoir des listes. C'était en quelle année? Ça, c'était en 40.
Fin 39, enfin, dès la, L'arrivée au pouvoir de Pétain. voilà, absolument. Et donc, j'étais à Lamarque, de Lamarque à Guy-Patin, C'était des homes d'enfants. des homes d'enfants fermés. Et quand il y a eu une rafle à Lamarque, ma mère est venue me chercher à Guy-Patin et m'a arraché de Guy-Patin. Parce que le directeur ne voulait pas me laisser partir, mais ma mère m'a sorti. Que nos jeunes comprennent, c'était des homes d'enfants pour enfants juifs, d'enfants juifs, dirigés par par des juifs, mais où c'était un vivier pratiquement pour les forces de police. l'occupation et de police française. Non, pas l'occupation, elle ne faisait rien là. C'était la police française. C'est la police française qui livrait les enfants Qui livrait les enfants et les adultes et tout le monde, et les vieillards aux Allemands. aux Allemands. Et donc votre mère vous arrache Elle m'a arraché, parce à la que, marque. voilà, pratiquement, elle m'a enlevé, elle a laissé toutes mes affaires là-bas, et j'ai été à ce moment-là caché dans la Nièvre. D'abord en Normandie, ensuite dans la Nièvre. Vous pouvez citer les lieux? En Normandie, je ne me souviens pas, mais dans la Nièvre, oui, c'est un seul et unique village, Menou. Voilà. Mais je voulais dire quelque chose à propos de cette cache. J'ai été caché par un service de la ville de Paris, l'Office public d'hygiène sociale, qui était rue du Figuier, un dispensaire de prophylaxie antituberculose à l'époque, et qui était dirigé par 3 femmes, le docteur Collin, mademoiselle Flamand, assistante sociale, et madame Daubercy, assistante médicale. À elles 3, elles cachaient les enfants, comme prétuberculeux. Elle les envoyait dans des sanatoriums ou des Non, choses non, comme non, ça, chez des paysans. Chez des Ouais. paysans. Vous savez, à l'époque, les petits paysans avaient pour habitude de prendre des enfants nourriciers à l'assistance publique. Ces enfants, ils étaient payés pour ces enfants environ 400 francs par mois. 400 francs de l'époque. Voilà, 400 francs de l'époque, c'est évident. Et l'OSE payait, elle, parce que c'est l'OSE qui payait à travers, le joint à travers l'OSE, payait 800 francs pour les enfants juifs. Donc il y avait un intérêt. Voilà, alors disons, quand on dit quelquefois qu'on nous a beaucoup aidés, c'était quelquefois une aide payée, Intéressé. rétribuée. J'étais donc caché chez des paysans, et puis je suis issu de parents qui ont divorcé très tôt. Avant, ma mère était enceinte quand elle s'est séparée de mon père. Effectivement, c'est très tôt, ça, oui. Oui, c'est très tôt, puisqu'elle a trouvé avec au bras d'une chexe, et ça ne lui a pas plu. Donc, voilà. Donc ça s'y passait, il y avait une instance de divorce. Et ma mère n'avait pas la puissance paternelle tant que le divorce n'était pas prononcé. Il a été prononcé en 1939. Oui, et puis c'est une époque où le droit des femmes n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il a été prononcé en 1939, donc en 1940, elle a reçu les pièces, et Madame Daubercy, de la rue du Figuier, dont je parlais tout à l'heure, lui a fait obtenir 6 années d'allocation familiale. À l'époque, ça s'appelait allocation familiale, qu'on avait, je crois, jusqu'à l'âge de 6 ans. Et elle a donc reçu 6 années d'un seul coup, ça faisait une somme relativement rondelette. Comme elle était blonde, les yeux gris verts, un air de Gretchen et parlant un allemand parfait, sans étoile, elle a pris le train, elle est venue me rejoindre. Elle m'a récupéré chez la nourrice où j'étais. Elle a été voir le maire, qui lui aurait dit, ça c'est ce que ma mère m'a raconté, Madame ici, vous serez tranquille. Il avait compris qu'il y avait quelque chose de pas... Il lui a trouvé un... De pas catholique. Et ma mère est devenue ma nourrice pour toucher les 800 € par mois, ce qui lui a permis de vivre. Alors aussi, je rendre hommage à ce village, de temps en temps, elle retrouvait devant sa porte un sac de charbon de bois, derrière les volets fermés, des œufs. Voilà, donc les gens du pays l'ont beaucoup aidé. Les gens ont compris. On n'a jamais su qui. La guerre terminée en France, vous retournez à Paris? Oui, bien sûr.
À peine libéré, on était déjà à Paris. 6 jours de voyage à travers la France pour arriver à Paris. De la Nièvre à Paris. De la Nièvre à Paris. 6 jours. 6 jours. Et vous retrouvez quoi? Rien. Un appartement vide. Même il y avait. Qu'est-ce qu'il y avait à prendre chez ma mère, qui était une finisseuse ouvrière de confection. Quand je dis finisseuse de confection, c'est une erreur. Elle était doubleuse dans la fourrure. Les manteaux de fourrure, c'était déjà plus. C'était ouais. C'était un statut plus élevé. Ça. Plus élevé. Et donc, il y avait rien chez vous, il n'y avait plus rien chez vous. Ah, chez nous, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc, il a fallu tout racheter. À la fin de la guerre, donc, vous allez à l'école. Je retourne à l'école. Mais vous avez pu aller à l'école pendant que vous étiez dans la Nièvre? Oui, à l'école du village, bien sûr. Ouais. Et donc, vous retournez à l'école à Paris, et là, qu'est-ce qui se passe? On oublie très vite. C'est la joie de la libération, c'est la joie des fêtes. C'est joyeux. On attend qu'il reviendra, tout simplement. Et tout simplement, la vie reprend son cours normal. Ma mère travaille d'abord dans un restaurant où elle fait la plonge, chez Robert Lirt, au coin de la rue des Écouffes. Voilà. Donc, c'est quelques mois. Puis dès qu'elle peut, elle reprend son travail, son métier. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais probablement plus longtemps que je le pense. Que tout rentre dans l'ordre, qu'on recommence à travailler la fourrure et autres, qu'il y ait des clients, qu'il y ait des vendeurs, qu'il y ait des fabricants. Et vous continuez vos études, mais pas très longtemps. Pas longtemps. Je quitte le lycée très vite. Je fais mes études primaires, le lycée, et je le quitte très vite pour gagner des sous. Parce que je voulais être comme les autres. Ma mère faisait son possible, mais elle ne pouvait pas m'aider beaucoup. Au lieu de continuer mes études, j'ai fait la bêtise de devenir un professionnel. Je voulais être commerçant, mais je ne suis pas un bon commerçant. Vous n'avez pas la fibre commerçante? Absolument. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, j'ai fait de la confection. Les schmattes. Oui. Voilà. Je me suis bien débrouillé comme ouvrier, comme petit patron. Mais dès que ça a dépassé un petit peu ce stade, dès qu'il a fallu faire en plus grand, je me suis ramassé. Je n'avais aucune connaissance. Je me suis marié. Alors là, c'est là où ça commence à devenir intéressant. Je me suis marié, j'ai rencontré ma femme rue Blanche, au 44 de la rue Blanche. Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Ah, il y avait les Israélites séphardis de France, qui était à l'époque l'Union des Israélites séphardis de France, dont j'étais secrétaire général. Et comment ça se fait? Vous êtes séfarade, vous? Non, mais il n'y avait pas de séfarade pour prendre la fonction, donc c'est moi qui l'ai prise. Mais il n'y avait quasiment pas de séfarade en France métropolitaine à l'époque. Si, c'était Saloniciens et... Les Turcs? Les Turcs, oui, les Turcs, oui. Mais alors, expliquez-moi comment Henri Hermann Battner est arrivé à la tête de la Fédération des Séfardites de France. On allait danser les après-midi un peu partout. Il y avait des dansants juifs, donc il y avait j'ai appris qu'il y avait un dansant le dimanche après-midi rue Blanche, au 44 rue Blanche. Et vous alliez draguer là-bas, vous? On ne draguait pas, on dansait. Là, non, on ne draguait pas les filles juives à l'époque. Ah non, est-ce qu'on les drague aujourd'hui? Aujourd'hui, j'en sais rien. Mais à l'époque, c'était sacré. Une fille juive, on la draguait pour se marier. Ouais. Mais il n'était pas question d'aller plus loin que ça. Voilà. Mais donc, je suis allé là-bas pour danser. Et puis un jour est arrivé un type d'une très grande valeur, Victor Benveniste, qui était chairman de la Fédération sioniste, et qui arrive un jour et il me dit « C'est bien gentil de danser, jeunes gens, mais il faudrait peut-être faire quelque chose pour la communauté. » Là, il y avait une très grande salle, on s'assoit autour de la salle, on l'écoute. On était respectueux des anciens à l'époque. Il était plus vieux que nous d'une dizaine d'années, donc même 10 ans, ça suffisait pour être respectueux. Donc on l'écoute, il fait un tour de table, autour de salle plutôt qu'un tour de table, puisque la salle était grande. Quand il arrive à moi, on parle, on échange, et je me rends même pas compte qu'il est en train de m'appâter. Il me pose des questions,
Puis le tour de table se termine pour l'avenir de l'association. Et puis il se tourne vers moi, il me dit, vous avez carte blanche. Voilà comment je suis devenu secrétaire général de l'Union des Israélites séfardites de France. On n'avait pas eu une petite crainte là Mais qu'est-ce que je pouvais faire? J'ai eu crainte. J'ai eu mon coup de pied aux fesses qui m'a propulsé dans la communauté. Et de là, vous avez commencé un parcours communautaire extraordinaire. Voilà. Vous êtes resté président de cette... non, secrétaire général, pardon, de la Fédération séfardique de France jusqu'à quand? Des jeunes. Des jeunes. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous avez entrepris? Alors là, j'ai été propulsé dans toutes les organisations. J'étais au Fonds social. J'ai vu j'étais là quand l'appel unifié s'est créé avec le Keren Ayesod. C'était en quelle année? En 66, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça. Le Fonds social, l'appel unifié, voilà. J'ai présidé l'action populaire, le comité de l'action populaire. J'ai créé le Festival des cultures juives. Enfin, j'étais l'initiateur du Festival des cultures juives à travers ça. Je suis le président du Farband. J'ai créé Sauvegarde des mémoires Norbert Dana. Que son âme soit bénie. Alors, on va prendre étape par étape. Parlez-moi un petit peu du Farband. Le Farband. Qu'est-ce que vous entendez par le Farband? Alors, c'est une vieille association qui regroupe les sociétés d'originaires, les Landsmannschaften. Alors là, il faut vraiment s'arrêter un petit peu là-dessus, parce que les Landsmannschaften, c'est quelque chose dont très peu de gens se souviennent aujourd'hui, et que les jeunes ne connaissent pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agissait de sociétés d'entraide, mutualistes, ou sociétés, ce qu'on appelait de secours populaire plutôt, de secours mutuel. Ces sociétés de secours mutuel se créaient autour d'un village d'origine, d'un shtetl, d'une ville, les originaires de Lublin, de Chensterhof, ou simplement des professionnels. De Shedlowiec. Pardon? De Shedlowiec. Shedlowiec, bien sûr. Elle existe encore, Shedlowiec. Oui. Voilà. C'était rue Bergère, tout ça? Pardon? C'était pas rue Bergère? C'était. Rue Bergère à Paris. Il y avait 3 associations. Rue Bergère, qui a disparu, qui s'est fédérée avec la Fédération des sociétés juives de France, et le Farband, Union des sociétés juives de France. Alors d'accord, je comprends que 2 juifs, 3 synagogues. 3 juifs, à l'époque c'était 3 juifs, 3 synagogues, c'est devenu 2 synagogues. Alors d'un côté, les plus anciens, c'était la Fédération, qui s'était créée dans les années 20, et de juifs traditionnalistes, donc plus ou moins religieux, plus ou moins déjà installés. Elles sont venues après des sociétés plus de gauche, communisantes ou bundistes. Ah. Voilà. Alors là, il faut vraiment aussi expliquer les communisantes, on comprend, proches du PC, alors, mais les bundistes... Anticommunistes, mais socialistes d'extrême. Il existait à l'époque un socialisme très radical. Des gauchos, quoi. Des gauchos, voilà. Et j'en ai fait partie, j'ai été un jeune bundiste. Ouais. Voilà, ça a été en réalité mon départ dans la communauté. Le Bund, qui était rue du Temple. Oui, donc le Farband, lui, n'existait pas encore, c'était l'Arbeiterorden, ordre ouvrier, qui regroupait une centaine de sociétés. Une centaine de sociétés? Oui. Il y avait 300 ou 400 sociétés à Paris. Mais quoi, chaque société avait combien de membres? 5, 6, 7? Ah non, une trentaine, quarantaine, non. Mais c'était énorme. Tous les juifs de Paris étaient, tous les juifs originaires de l'Est, pas les Israélites. Pas de l'Est de Paris, hein, de l'Est de l'Europe. Les Israélites, c'est une chose, et les Juifs, c'est autre chose. Les Israélites, c'était les Juifs d'origine alsacienne, Lorraine... ou portugaises. Ou portugaises. Voilà. Et les Juifs, c'était... Les Juifs, c'était les Juifs. Amro. Les Juifs, il y avait quand même 300 ou 400 000 Juifs à Paris, peut-être à ce moment-là, après la guerre. Donc, ils se répartissaient dans les sociétés. Et ces sociétés d'originaires, donc, ont demandé, celle de l'Arbeiterorden,
a intégré la fédération. La fédération, pas folle, elle n'allait pas être phagocytée par des militants, parce que là, c'était des vrais militants. C'était de l'entrisme, là, oui. Voilà, les a refusés en disant on vous accepte à condition que vous soyez parrainés un par un, une par une, parrainés par 2 sociétés Oula. de la fédération. Pas possible. Donc, s'est réuni en juillet 1938 un congrès de l'Arbeiterorden avec à la tribune, excusez-moi quand même, c'est pas mal, Chagall, Lipschitz, le sculpteur, Jacques Lipschitz, Schneerson, Grant, voilà, des personnalités importantes, et qui ont créé l'Union des sociétés juives de France. Der Verband von der Jüdischen Gesellschaften in Frankreich. C'est mieux comme ça. Ah, ça sonne bien, là, oui. Là, ça le fait. Voilà. Mais donc, ça a été créé avant-guerre. Avant-guerre, oui, ça s'est créé avant-guerre. Dès la déclaration de guerre et l'occupation, ça s'est dissous, ça s'est... Autodissous, oui. Autodissous, oui, bien sûr, parce qu'ils savaient. Beaucoup avaient fait de la prison déjà dans les pays russes, polonais et autres. Donc, c'était des militants, ils avaient compris l'enjeu. Ils se sont dissous immédiatement, ils sont entrés dans la résistance juive à travers la MI, la Moye. La Moye, oui. Voilà, donc la bundistes ou communistes se sont retrouvés unis. Dès la guerre terminée, ça s'est séparé à nouveau. Ouais. Mais voilà. Vous avez vu donc la façon dont la communauté juive a organisé, hein, a évolué, passant d'un, je dirais pas d'un athéisme, mais d'une libre pensée à un retour vers le religieux. Est-ce que je ne peux pas dire un retour vers la tradition. Plutôt vers la tradition. Par contre, l'apport des Juifs d'Afrique du Nord qui sont arrivés a fait revivre le judaïsme. Là, on a retrouvé à nouveau ce qui avait disparu pendant un moment, le judaïsme affirmé. Ouais. Affirmé et visible. Et visible, bien sûr. Parce que lorsque je suis arrivé en France, il n'était pas question de porter la kippa dans la rue, la calotte dans la rue, on ne la portait pas. Alors qu'avec l'arrivée des Juifs séfarades... C'est les Juifs séfarades qui ont amené le port de la kippa, ça c'est certain. Ouais. On va revenir en France métropolitaine et parler un peu des autres associations auxquelles vous avez contribué, ou créé, ou dirigé. Et la Fondation à la mémoire de Dana, Norbert Dana. Et parlez-nous-en. C'est pas la fondation. Je ne peux pas parler de la fondation. C'est pas moi qui l'ai créée, la fondation. Pour la fondation, j'étais dans le comité d'honneur, le comité de parrainage. Excusez-moi, depuis ils l'ont mis par ordre alphabétique. On est 6. Le premier c'est Batner, le dernier c'est Rothschild. J'aurais dû vous amener là. Ouais. Oui, c'est curieux quand même. Ouais. Un petit gars de la confection qui prend au-dessus au-dessus du baron. Voilà, donc Norbert Dana nous a beaucoup aidés, c'était un type extraordinaire. Norbert du Fonds social. Ah oui, il était directeur adjoint du Fonds social et s'occupait des associations et autres. À l'époque, on avait un délégué qui s'appelait Frédéric Vier, à l'appel unifié. Et Frédéric Vier me dit un jour, il faudrait que tu rencontres Norbert Dana, il veut faire quelque chose, il y a des caveaux en déshérence. Ah oui, il faut parler de cette question parce que les sociétés dont vous avez parlé, les Landsmannschaften, avaient aussi, entre autres, comme but d'acheter des caveaux collectifs. Des caveaux collectifs, ce qui se faisait à l'époque pour que les membres de ces associations, une fois passés de vie à trépas, soient non pas enterrés n'importe où, mais enterrés avec les leurs, avec les gens... En terre juive, oui, absolument. En terre juive et avec les gens qu'ils avaient choisis. Et donc c'était des caveaux. Des caveaux parce qu'en plus, ils n'avaient pas les moyens, pour la plupart, de prendre une concession à titre privé. Ouais. Voilà, donc les caveaux collectifs contenaient en général 36 corps. Se creuse un autre problème maintenant, c'est la conservation de ces caveaux. Eh oui, puisqu'il n'y a plus personne pour la plupart des Landsmannschaften. On travaille avec la FMS
pour voir, avec la FMS et les services funéraires de la ville de Paris, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver. La ville de Paris veut le faire, veut trouver un moyen, mais encore faut-il que ce soit un moyen légal de conserver à la communauté ces caveaux. Qui n'auront plus de propriétaires. Ouais. Parce qu'en fait, en fin de compte, la plupart de ces Landsmannschaften, il n'y a plus de membres, puisqu'ils sont tous, Elles disparaissent morts. petit à petit, oui. Et bizarrement, le cimetière de Bagneux parisien se transforme en mémorial de ces Landsmannschaften. On y a mis une plaque il y a une dizaine d'années. Ouais. On a mis une plaque où on a eu la gentillesse de me citer une plaque à la mémoire des victimes de la Shoah qui n'ont de sépulture ni ici ni ailleurs, érigée de telle date à l'initiative de Anne Hidalgo, maire de Paris, et Henri Batner, président du Farband. Ouais. Et puis aussi, à un moment de l'année, selon la tradition ashkénaze, entre Rosh Hashanah et Yom Kippour, il y a la cérémonie du Iskor. Du Iskor, que nous faisions en commun avec la fédération, jusqu'il y a une quinzaine d'années. La fédération s'est désolidarisée, et on continue à le faire. Le Farband le fait tous les ans encore. Et c'est peut-être le dernier endroit où on parle couramment le yiddish. On y au fait moins une fois par an. Yiddish. Il y a au moins un discours en yiddish. J'y ai instauré un discours en judéo-espagnol. Vous avez aussi été très actif dans le monde du yiddish. J'y essaye en tout cas. Et on distribue un prix Corman, le prix Yidel Corman, du nom d'un grand yiddishiste, ancien Moy, ancien communiste qui a voulu faire la révolution, établir le système soviétique en Pologne. ouais. Il est parti après la guerre, Ouais. et il est revenu. Il a pu revenir en tout cas. Il a pu revenir, il est revenu à temps. Ouais. Voilà. Et donc ce prix récompense qui et quoi? Récompense quelqu'un qui, au départ, des yiddishisants. C'était uniquement le littéraire, la peinture, les arts plastiques. Et puis, des écrivains yiddish. Il n'y en a plus tellement, oui. Je ne sais même pas s'il y en a. En France, non. Peut-être. En Israël, peut-être. Oui, il en reste. Et aux États-Unis aussi. Aux États-Unis. Enfin, ils sont peu nombreux. Et des plasticiens yiddish, il y en a, mais ils ne créent pas d'œuvres juives réellement. Alors, c'est des gens qui ont œuvré, actuellement on récompense, des gens qui ont œuvré pour le sauvetage de la culture juive. Yiddish, tout au moins. D'accord. Et aujourd'hui, que fait Henri Batner? Henri Batner, il commence à prendre du large. Il préside le Farband des Jiddische Gesellschaften. Il préside Sauvegarde des mémoires qu'il a créé, Sauvegarde des mémoires Norbert Dana pour les caveaux. Il préside encore Yiddish sans frontières. Qu'est-ce que c'est? C'est l'association que nous avons créée quand l'Appel unifié n'a plus voulu financer le Festival des cultures juives. Notre contrepartie. Donc, j'ai vu à l'époque Lucien Calfa. Je lui ai dit, voilà, vous nous finissons plus, on va créer une association. Est-ce que tu me suis? Il m'a dit tout à fait. On a créé Sauvegarde des mémoires en une après-midi. Pas Sauvegarde des mémoires, pardon, Yiddish sans frontières. Yiddish sans frontières. Et nous sommes un petit peu l'ossature du festival, parce que les 2 dimanches nous sont consacrés. Le premier dimanche pour la journée des associations, ouais. Où tout le monde se retrouve, tout le monde se rencontre. Et le deuxième dimanche, là c'est Jacinta qui nous l'a suggéré, la chanteuse yiddish, espagnole, yiddish et les deux. Et le judo espagnol, oui. Qui nous a suggéré la rencontre des chorales. Pour mon compte personnel, le confinement m'a foutu un petit peu en l'air, le fait de rester chez moi autre, donc je suis moins actif. Voilà. Mais bon, vous avez des projets. Ah, des projets toujours. Mais nous aurons l'occasion de nous revoir, Henri Batner. Je l'espère. Merci beaucoup. Merci à vous.